C'est avec une immense joie que je vous accueille ici au 112 pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à cet événement, vous savez que tout a été mis en œuvre pour que nous passions ensemble un agréable moment. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous invite à vous installer confortablement, à profiter de la musique entraînante du groupe Rose Tickets, tout en dégustant les encas soigneusement préparés par notre ami Christian Nozal. Comme chaque année, je découvre la salle 2 heures avant de monter sur scène. Et comme chaque année, je suis ravi, et pour tout vous dire, quelque peu attendri, par le soin et l'attention que mes équipes mettent dans la décoration et dans un tas de petits détails, dans le seul but de nous permettre de passer une excellente soirée. Merci à eux. Je mesure en permanence ma chance d'être entouré par cette équipe, à la fois compétente, bienveillante et engagée, comme dans chacune de ses missions. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. En tant qu'ultime intervenant de ce mois de vœux, j'ai eu l'occasion de prêter une oreille attentive au discours de mes collègues élus et aux acteurs du monde économique. Je comprends que l'exercice du discours soit souvent perçu comme un moment redondant, où l'on s'ennuie, où l'ennui peut guetter. Le public a faim, a soif, chacun a hâte de pouvoir discuter avec ses voisins. Moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver afin que nous puissions trinquer à cette nouvelle année. Alors pas d'inquiétude, je n'ai pas l'intention de vous faire un discours à la Castro. Personnellement, j'aime particulièrement ces discours. Ils sont souvent porteurs d'espoir, d'union, d'émotion et parfois même d'humour. Plus que jamais, ils portent des idées fortes qui méritent d'être entendues. Alors, quelle idée forte ai-je décidé de partager avec vous pour l'année 2025 ? Comme l'indique notre carte de vœux, je tiens à aborder avec vous un sujet qui nous touche au cœur, le bonheur. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Cette phrase, empreinte de la sagesse de Jacques Prévert, nous invite à réfléchir sur notre rôle de responsable politique, mais aussi de citoyen. Trop souvent, les discours politiques sont empreints de pessimisme, de promesses non tenables, de querelles stériles, d'invectives même. Il est vraiment temps de changer de logiciel, de prendre des décisions orientées vers l'avenir et le bonheur commun. À mon sens, il est temps de faire le choix de cette audace. Oui, je crois à la force du bonheur et je crois, de plus, que c'est une maladie contagieuse. Dans ce monde où la complexité des enjeux semble nous écraser, où les crises sanitaires, économiques, sociales et environnementales s'entremêlent, il est facile de céder à la morosité. Pourtant, le bonheur n'est pas une simple aspiration individuelle. Il doit être, à mon sens, un fondement essentiel de notre société. Être heureux, c'est d'abord un choix qui peut transformer nos vies, mais aussi celles des personnes qui nous entourent. Oui, le bonheur est un moteur du changement. En effet, c'est lorsque nous avons le sentiment d'être heureux que nous avons la force de créer, d'innover. Le bonheur engendre la créativité et la solidarité. Pensez à ces moments où vous vous sentez bien, où votre esprit est clair et où vous êtes prêt à relever tous les défis. C'est dans ces moments-là que l'on trouve les solutions aux problèmes qui nous entourent. Mais le bonheur n'est pas seulement une quête personnelle, c'est aussi une implication collective. En tant que responsables politiques, nous avons le devoir de montrer l'exemple. Nous devons incarner les valeurs que nous prônons. Lorsque nous affichons notre bonheur, nous entraînons les autres avec nous. Cela crée un cercle vertueux, où chacun, en cherchant le bonheur, contribue au bien-être de la communauté. Rappelons-nous toujours que nos choix, nos actions et même nos mots ont un impact. Que ce soit dans nos discours, dans nos décisions politiques ou tout simplement dans notre quotidien, nous devons toujours garder à l'esprit cette notion de responsabilité. Au lieu de céder à la peur ou à la division, choisissons de promouvoir la joie, l'optimisme et l'espoir. Là, je vois Clémence qui me regarde d'un air inquiète.
Tu as l'air tout inquiète. Si, tu as l'air tout inquiète. Tu te dis, ça y est, il a vrillé. Il s'est transformé en bisounours béat. Mais je te rassure, Clémence, et tu le sais aussi bien que moi, on peut être pétri de bonnes intentions et savoir toujours mordre quand cela s'avère nécessaire. Alors comment parler de bonheur alors que depuis 2020, se sont enchaînées 2 crises sanitaires, une crise économique, une crise énergétique, alors que la guerre est à nos portes et que le conflit israélo-palestinien fracture profondément l'ensemble de notre société. L'année dernière, je pensais naïvement qu'on avait fait le plus dur et qu'on allait enfin laisser ces mauvais moments derrière nous. Mais ça, c'était sans compter sur le génie à la française. Après des élections européennes qui ont renforcé de nouveau les extrêmes, paf, dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision présidentielle aussi soudaine qu'inexplicable. De nombreux observateurs de la vie publique ont cherché à donner un sens à cette décision. Personnellement, depuis 1997 et la dissolution de Chirac, je crois qu'en politique, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de nos dirigeants à s'auto-persuader que leurs désirs vont devenir réalité. Et cette capacité insensée à croire en leur génie politique leur font faire de très, très, très belles boulettes. Si la décision de Chirac était sans aucun doute la plus belle balle dans le pied du XXe siècle, qui lui a valu d'ailleurs la plus grande période de cohabitation de l'histoire, elle n'avait pas paralysé le pays. Celle de Macron a des conséquences bien plus dramatiques. Nomination d'un Premier ministre, composition d'un gouvernement, élaboration d'un budget, vote d'une motion de censure, démission du gouvernement, redésignation d'un Premier ministre, recomposition du gouvernement, le tout en quelques mois. Je sais que nous sommes dans une société de zapping, mais tout de même, là, on pousse le bouchon un peu trop loin. Nous avons eu 4 premiers ministres en 2024. 4 en 1 an. Une première sous la Ve République. Depuis la dissolution, on ne peut pas dire que ça se bouscule pour assumer des responsabilités ministérielles au sein d'un gouvernement qui peut être censuré à tout moment. Barnier, entouré de personnalités qui lui avaient été dans une grande majorité imposées et qui avaient la particularité d'être aussi inexpérimenté que méconnu, n'a pas fait long feu. Bayrou, que j'imagine porté par sa volonté farouche de finir sa carrière en homme providentiel, s'est imposé pour avoir le job. Il dit aimer les emmerdes, je crois qu'il est servi. On ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de s'entourer de personnalités connues, avec de l'expérience, mais au vu des défections, il n'a pu se contenter que de recycler 2 anciens premiers ministres. Un qui n'a pas su se faire élire conseiller municipal à Barcelone, et une autre, actuellement ministre de l'Éducation, sujet qu'elle reconnaît elle-même ne pas maîtriser, en sachant très bien que ce gouvernement allait être obligé, pour survivre quelques mois de plus que son prédécesseur, de revoir en profondeur la loi sur les retraites. Loi qu'elle avait elle-même défendue contre vents et marées et qu'elle nous avait imposée avec ce fameux 49.3. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'en termes de cohérence, on peut difficilement faire pire. Et comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Non seulement nous vivons la plus grosse crise institutionnelle de la Ve République, mais en plus, les chiffres de notre dette nationale ont fait un bond spectaculaire. Le quoi qu'il en coûte, une exception française durant le Covid, a fini par nous rattraper. Et il nous faut maintenant passer à la caisse. L'État français, après avoir chanté tout l'été, se retrouve comme la cigale, fort dépourvu, quand l'hiver fut venu. Nous n'avons pas le choix. Nous allons être obligés d'assumer collectivement pour éviter une banqueroute. Premier réflexe de nos génies nationaux, demander aux collectivités locales un effort intenable. Elles devront soit restreindre le niveau des services proposés à leurs administrés, soit augmenter fortement les taux de fiscalité locale. Bref, comme d'habitude, on va demander une nouvelle fois aux collectivités locales de venir au secours d'un État qui n'arrive pas à se réformer. Mais pour rappel, la dette des collectivités locales ne représente que 8% de la dette totale nationale. Et ces dernières portent près de 70% des investissements du pays. Des investissements extrêmement importants pour notre économie et vitaux pour nombre de petites entreprises locales.
Il serait temps que la cigale revoie sa façon de vivre, se réforme réellement et profondément, en arrêtant de miser en permanence sa survie sur les fourmis que nous sommes. Nous, collectivités, avons une contrainte que l'État n'a pas. Nous devons présenter des budgets équilibrés, car nous n'avons pas le droit d'avoir des budgets déficitaires. En clair, l'État s'octroie des droits qu'il n'autorise qu'à lui. Cela fait plus d'un demi-siècle qu'aucun gouvernement n'a présenté un budget à l'équilibre. Il est évident que dans ces conditions, un jour ou l'autre, on se prend le mur. À Terreville, nous connaissons bien le sujet de la dette. On peut même dire que nous sommes des experts en la matière. Faire des économies, je suis d'accord. L'État a de quoi en faire, à commencer par son train de vie. Je pense aussi aux nombreuses structures et agences qui ne servent que ceux qui la composent et qui n'ont ni le devoir de réussir, ni même pour beaucoup le devoir de présenter un quelconque bilan d'activité. Et elles nous coûtent des milliards. À ce sujet, il y a une question qui me taraude. Pourquoi, pour appréhender le problème de la dette, nos dirigeants ne se concentrent que sur les économies à réaliser? Des économies qui touchent systématiquement les plus fragiles d'entre nous et ceux qui bossent comme des dingues pour créer des richesses et qu'on freine dans leur développement. Pourquoi avoir toujours recours à l'impôt? À Terreville, nous avions deux solutions pour nous désendetter. Soit un combo austérité, augmentation éhontée des impôts. C'est ce qu'on nous avait d'ailleurs demandé de faire à l'époque. En d'autres termes, on attendait sagement que ça se passe et on était désendetté en 50 ans sans avoir fait le moindre investissement pour la commune. Soit on créait de la richesse et on utilisait cette richesse pour se désendetter, mais aussi pour investir et devenir attractif. Plus attractif, on est en position de pouvoir créer de nouvelles richesses, et ainsi de suite. C'est comme au football. Soit on joue à l'italienne, on verrouille tout, on se sclérose complètement le jeu, on joue avec la peur au ventre, et on espère une erreur de l'adversaire, un fait de match, ou un coup de bol pour s'imposer. C'est moche à regarder, c'est même triste à mourir, et c'est surtout démobilisateur. Soit on joue à l'anglaise, là on donne tout ce qu'on a, on prend des risques, certes, mais on sait qu'on a assez de talent et de ressources en interne pour mettre au moins un but de plus que son adversaire. Il y a du spectacle, du plaisir, du panache, et de fait, c'est un jeu qui est mobilisateur. À Terreville, c'est ce qu'on a fait. On a pris des risques, finalement pas tant que ça. Mais en revanche, nous avons mis toute notre énergie collective au service de la communauté, avec pour seul objectif de réussir ensemble. Réussir ensemble à redonner à la ville une réelle capacité de se développer, de doter la commune d'infrastructures de qualité et de tout faire pour que les habitants soient les plus heureux possibles. On a réussi à le faire, alors pourquoi ne pas l'élargir à une plus grande échelle? Qu'on arrête de me dire qu'en France, on ne sait pas faire. Ce n'est pas vrai. On est le pays des lumières, des idées. On est un pays d'entrepreneurs. Quand on travaille, on a le niveau productif le plus élevé d'Europe. Je l'ai déjà dit, des économies, il y en a à en faire, c'est certain. À Terreville, on a dû faire des choix, mais on a expliqué aux habitants, en long, en large et en travers, notre démarche, nos objectifs, en s'imposant des délais. Et ils nous ont accompagnés, ils nous ont compris et ils nous ont accompagnés en confiance. Les Français ne sont pas des idiots, ils peuvent comprendre. Par contre, il leur faut une perspective, il leur faut une lueur au bout du chemin, il leur faut de la confiance. Il faut bien reconnaître que c'est difficile d'avoir confiance dans des gouvernements dont on ne connaît pas 10% de leurs ministres. Macron a souhaité donner le pouvoir à la technocratie, des personnes qui sont pour beaucoup issues de l'ENA, pour aller directement dans un cabinet ou dans un ministère, sans passer par la case « les mains dans le cambouis ». Les résultats, leurs discours, leurs décrets sont bien trop souvent hors sol. Je ne dis pas qu'ils ont que des mauvaises intentions, mais en politique, peut-être plus qu'ailleurs, il y a une nette différence entre la théorie et la pratique. Diriger un pays, une région, un département ou une commune, cela ne consiste pas à simplement appliquer tel ou tel théorème universitaire, ni à analyser un tableau Excel.
Faire de la politique, c'est se confronter à la réalité. C'est rencontrer ses administrés, les écouter longuement pour comprendre leurs difficultés, leurs aspirations. Oui, écouter. Cela reste tout de même une valeur sûre pour apporter une réponse adaptée aux attentes légitimes de nos administrés. Faire de la politique, c'est savoir se remettre en cause. Faire de la politique, c'est savoir qu'une erreur individuelle peut avoir des conséquences dramatiques pour la communauté, alors que dans le même temps, chaque réussite, petite ou grande, n'est que le fruit d'un travail collectif. Contrairement aux idées reçues et aux spectacles que certains nous servent à longueur d'année sur les chaînes d'infos, la politique rend humble. Et puis pour tout vous dire, en ce qui me concerne, la politique rend heureux. Heureux de porter des projets structurants avec des partenaires motivés et engagés. Heureux de travailler pour tenter de rendre les gens heureux. Heureux de la confiance mutuelle que la politique peut instaurer. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle est le résultat d'un travail acharné, de paroles tenues et d'engagements respectés. Elle demande du temps, du respect et forcément une certaine forme d'expérience. Nos législateurs ont réussi à pondre une loi qui interdit aux maires d'être parlementaires, donc qui interdit aux pilotes expérimentés de prendre les commandes de l'avion. Personnellement, je pense qu'il serait temps que ces derniers législateurs fassent preuve de bon sens en votant une loi qui interdirait d'être parlementaire si on n'a pas été maire ou si on n'a pas eu une réelle expérience d'un mandat local. Cela éviterait pas mal de bêtises et permettrait d'instaurer à nouveau une forme de confiance qui nous manque cruellement. Et puis l'État se mêle de tout, alors qu'il serait plus raisonnable et efficace de laisser faire ceux qui savent. Ce n'est pas parce que je suis un homme politique que je suis d'un seul coup doté de la science infuse. Ce n'est pas à moi à expliquer à Bruno comment on répare et comment on vend une voiture, à expliquer à Seb comment on assure une installation sanitaire de qualité, ou encore à Daniel comment on gère une équipe de volley féminine de Ligue 1. J'en serais bien incapable. Par contre, mon rôle est de les écouter pour les aider à se développer, pour les aider à réussir, pour les aider à créer des richesses financières, mais aussi humaines, dont bénéficiera, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble de la communauté. L'État devrait se concentrer sur le régalien, les affaires étrangères, la sécurité, la justice, l'éducation, la santé. La santé, parlons-en. La situation de l'hôpital est dramatique. Pierre Cuny sera d'accord avec moi sur ce point. Lui qui se démène quotidiennement, et je l'en remercie publiquement, pour tenter de régler des situations personnelles délicates et donner un peu d'humanité dans un système qui en manque cruellement. Bref, on est dans une situation très, très difficile. Et il nous faudra certainement du sang, des larmes et de la sueur pour s'en sortir. Mais on ne passera pas l'obstacle si on n'est pas heureux. Heureux, en étant convaincu que notre but commun est de traverser cette mer déchaînée sur un seul et même bateau. Heureux de savoir que chacun y jouera son rôle en confiance. Heureux de savoir que ce n'est qu'ensemble que nous y arriverons. Ensemble, avec nos différences, nos désaccords, nos particularités, avec ce qui fait la France, une belle et grande nation. Personnellement, je suis un homme heureux, un maire heureux. Et comme c'est une maladie contagieuse, je vais tenter de vous inoculer mon virus en partageant tous ces bonheurs avec vous. Certains d'entre vous le savent, 2024, c'est mal terminé pour notre famille. Nathalie a eu la douleur de perdre sa maman. Moi, j'ai perdu une belle-mère pour qui j'avais une immense affection et un profond respect. Et comme elle avait été la prof de maths de la moitié des habitants de notre cité et qu'elle s'était impliquée dans de nombreuses associations, notamment au sein du groupe Les Seniors de l'Harmonica, c'est quelque part Terreville tout entière qui a perdu un repère, un tendre repère, et une partie de son histoire. Pourtant, d'un point de vue strictement personnel, tout avait bien démarré. Si 2023 avait été très difficile du point de vue de ma santé, cela s'est nettement amélioré en 2024. Comme quoi, la santé, c'est comme tout. Quand on finit par avoir le bon diagnostic et donc le bon traitement, les choses vont dans le bon sens. Alors, je pourrais aller mieux si je fumais moins, si je mangeais mieux. Bref,
comme tout le monde, j'arrive à un âge où tout ce que j'aime, tous mes petits plaisirs depuis des décennies, deviennent des contre-indications médicales plus ou moins formelles. Je dois bien reconnaître que prendre soin de moi n'est pas le domaine dans lequel j'excelle le plus. C'est difficile, mais rassurez-vous, je ferai les efforts, promis. En 2024, la famille postale s'est agrandie. Eh oui, elle s'est agrandie. Non, ma femme n'a pas fait une grossesse, mais elle m'a offert le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais espérer. Un chien. Enfin non, pas un chien, le chien. Comme dans beaucoup de domaines, j'avais une idée arrêtée sur le sujet. Je voulais un mâle de marque Golden Retriever, option blanc immaculé. J'ai joué sur toutes les cordes, parce que je l'ai bassiné, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je lui ai dit, j'ai jamais eu de chien à moi, ça ferait tellement plaisir aux enfants. Puis après, j'ai même joué sur la corde sécurité, vous savez. Comme on a été visité plusieurs fois depuis le début du mandat, j'ai dit, on serait quand même vachement plus en sécurité avec un chien à la maison. Puis comme elle court, de jour comme de nuit, je serais beaucoup plus rassuré si tu avais un chien pour courir. J'ai joué sur toutes les cordes. Ouais, mais ça marche, un chien de garde, ça marche, mais pas avec un Golden Retriever. Tu parles d'une blague. Il pense qu'à jouer, à manger et à dormir. Vous venez chez nous, il ne vous connaît pas, c'est pas grave, il vous fait la fête, et c'est tout juste, c'est pas lui qui vous sert l'apéro. Il n'y a qu'une seule chose qui peut impressionner chez lui, c'est son nom. C'était l'année des V. Alors on aurait pu l'appeler vodka, vitamine. On a décidé de l'appeler Vlad, le diminutif de Vladimir. Un nom qui pourrait inspirer une certaine crainte. Le nom d'un chien qui, si on le laissait faire, pourrait avoir envie d'envahir des pays. Mais bon, encore une fois, là, c'est une blague. Tous les Tervillois, et nos voisins en particulier, sont juste écroulés de rire quand ils nous voient, quand ils nous observent essayer d'avoir une quelconque autorité sur lui. Bref, ce chien, c'est que du bonheur. Enfin, en 2024, pour conclure ce volet perso, je voulais vous raconter une dernière petite anecdote, qui, dans le fond, n'a rien d'exceptionnel. Un moment anodin que j'ai vécu comme un moment fort. Quelques jours avant Noël, alors que notre famille était en deuil, mon fils m'a appelé et m'a dit « Papa, je sais que c'est dur en ce moment, histoire de vous soulager un peu, Sophie, sa charmante compagne, et moi, nous vous proposons de venir passer Noël à la maison. » Chouette, hein ? J'ai trouvé leur démarche réconfortante, mais c'est en arrivant chez eux que tout a pris une autre dimension. Bon, nous nous sommes installés autour d'une table très, très joliment décorée. Et bien, vous connaissez mon goût immodéré pour la cuisine. Je me suis rapidement levé pour proposer mon aide. Et c'est là que tout a basculé. Arthur m'a arrêté et m'a dit « Papa, depuis toujours, Noël se passe chez toi. Tu consacres ton temps à cuisiner pour tout le monde, pour que tout le monde passe un bon moment. Aujourd'hui, je ne veux pas te voir en cuisine. Tout est géré. Donc tu retournes t'asseoir et tu nous laisses faire. » Quand il m'a demandé si j'étais bien installé, j'ai eu peur qu'il me demande si j'avais besoin d'un petit coussin et de charentaise. C'était ma plus belle baffe de l'année, le plus gros coup de vieux que je m'étais pris depuis bien longtemps. J'ai réalisé que c'était la première fois que l'un de mes enfants m'invitait à une fête de famille. Et que de ce fait, je changeais immédiatement de catégorie pour intégrer celle des vieux. Pas facile quand dans sa tête, on a encore 25 ans. Bon, il m'a fallu 2 bons gros ricards pour encaisser le choc. J'ai passé le reste de la journée bien calé sur ma chaise, à le regarder s'affairer, avec tout le talent, l'attention et la gentillesse qu'on lui connaît. Je n'ai pas pu m'empêcher de le revoir enfant, de me remémorer chaque étape de sa vie. De la même manière, j'ai pensé à mes filles, dont la plus jeune, sera majeure au mois de mai. Et je me suis surpris à prononcer, vous savez, cette fameuse phrase que tous nos anciens nous ont dite un jour. « Mais que le temps passe vite. » Je n'ai rien vu passer. Cette phrase de vieux par excellence, je me la suis dite. Donc ça y est, mesdames et messieurs, c'est officiel. Je suis désormais en phase avec la couleur de mes cheveux. Mais bizarrement, au lieu de me faire sombrer dans une mélancolie nostalgique,
j'ai éprouvé un sentiment de bonheur intense. Celui de voir nos enfants devenir des adultes épanouis. Un sentiment de bonheur d'avoir tout simplement la chance de vieillir. Cette chance qui n'est malheureusement pas donnée à tout le monde. Bon, allez, j'arrête de vous bassiner avec mes petits souvenirs perso. Je vais remettre ma casquette de maire de Terreville. Je ne vais pas dérouler toutes les actions municipales de 2024, mais je ne peux tout de même pas faire l'impasse sur la rénovation de la route de Verdun. Un vaste chantier attendu de tous. Il était temps. Les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dataient du milieu du 19e siècle, à l'époque allemande. Deutsche Qualité. Ce chantier, je le sais, a perturbé bon nombre de vos habitudes. Et ce chantier devait initialement se terminer le mois prochain, au mois de février. Eh bien, nous avons réussi une nouvelle prouesse en le rouvrant à la circulation avec 6 mois d'avance. Terminer nos chantiers en avance, c'est devenu l'une de nos spécialités. Après avoir réussi à construire un nouveau groupe scolaire en 16 mois, nous avons réalisé en moins de 10 mois la restructuration de la route de Verdun, un nouvel accès à l'impasse Jules Ferry et la refonte de la liaison piétonne qui mène à la partie ouest de Terreville. Merci à mon équipe et aux entreprises partenaires pour leur engagement et leur professionnalisme. Restons dans le domaine des voiries, avec un chantier co-géré par Terreville et Thionville. Nous avons refait la couche de roulement de l'avenue du 14 juillet. Ce n'était pas un luxe au vu de la fréquentation de cet axe. L'année 2024 fut également celle de la remise en lumière de Terreville. Pour des raisons d'économie, nous avions décidé d'éteindre l'éclairage nocturne. Cependant, un sentiment d'insécurité persistait chez certains de nos administrés. Nous avons donc décidé de passer l'intégralité des points lumineux de la ville en LED. Les premières études de consommation montrent que cet investissement sera très très vite amorti. L'année 2024 fut également l'année de l'aboutissement d'un grand projet de développement. J'ai signé il y a quelques mois maintenant le permis de construire de la plus grande clinique vétérinaire de France. Pour tout vous dire, je trouvais les porteurs du projet un peu présomptueux. Et puis j'ai vu les plans. Et je me suis dit, on ne plaisante pas avec les animaux et avec les vétos. Il y aura un scanner, une IRM, un centre de cancérologie, un centre balnéo pour la rééducation, plusieurs blocs opératoires. Bref, tout ce qu'il faut pour prendre en charge nos animaux de compagnie. Peut-être qu'ils pourront prendre en charge le bisounours que je suis devenu. En tout cas, je serai certainement plus rassuré que d'être pris en charge qu'aux urgences de Bel Air actuellement. Les travaux de cette clinique, initialement prévus sur la zone de Melbourg, débuteront dans les prochaines semaines sur Terreville Sud. Ils constitueront la première étape du lancement d'un projet de développement urbain porté par notre SEM d'aménagement. Ce projet aurait pu déjà voir le jour si les services de l'État ne nous imposaient pas une étude environnementale sur 4 saisons. Un comble quand on sait qu'il s'agit d'un terrain remblayé par 2 mètres de terre marneuse où il ne pousse strictement rien. Mais bon, c'est comme ça, on nous l'impose, il faudra bien qu'on fasse avec. Avec les Tervillois et nos talents locaux, nous avons accueilli, comme nous savons le faire, avec un grand respect et beaucoup d'émotion, les familles de soldats américains qui ont libéré Terreville. Nous avons vécu un grand moment d'humanité et de fraternité. Nous avons donné de nombreuses occasions à la population, tous âges confondus, de s'amuser lors de spectacles, de thé dansants, de moments festifs, dont une exceptionnelle édition de Noël à Central Park. Et nous avons réussi non seulement à tenir notre budget, mais aussi à baisser nos taxes municipales pour la 2e fois depuis le début du mandat. Je profite de ce moment pour faire une annonce. Nous allons continuer sur cette voie. J'ai demandé aux services et aux élus municipaux de travailler le budget 2025 sur les bases d'une nouvelle baisse d'impôts, cette fois de 2% minimum. C'était notre engagement au début du mandat, une manière aussi de permettre à tous de bénéficier des fruits du travail et des efforts collectifs consentis durant de nombreuses années.
Dans les tuyaux pour 2025, nous avons la réhabilitation complète de la rue Haute et la rénovation d'autres rues de Terreville, un pump track très très attendu par les jeunes Tervillois, qui sera opérationnel avant l'été. Le terrain de foot sera quant à lui rénové. La saison culturelle s'annonce riche et variée et se clôturera par un Noël à Central Park qui devrait être en tout point magique. À l'échelle intercommunale, je profite de cette soirée pour remercier tous mes collègues, pour avoir accepté de mettre sur la table un dossier sensible, celui de la révision des attributions de compensation attribuées aux communes par notre agglomération. C'est un sujet qui pourrissait les relations entre les communes depuis 15 ans. Les débats ont été parfois difficiles, mais nous avons réussi, avec beaucoup de respect mutuel et d'intelligence collective, à gérer ce problème que beaucoup pensaient insoluble. Merci à toi, Pierre, de m'avoir fait confiance dans la gestion de ce dossier ô combien brûlant. Toujours sur le plan intercommunal, 2025 verra le commencement de la construction d'un équipement essentiel pour Terreville et Thionville, sa nouvelle et belle crèche communautaire qui sera idéalement située au cœur du village. Nous lancerons également les bases d'un travail de fond avec nos partenaires de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et du syndicat mixte Moselle-Aval sur l'avenir du plan d'eau. J'organiserai des réunions publiques pour les Tervillois dès que ce projet, qui sera un très très beau projet, sera finalisé. Notre communauté d'agglomération vit sa dernière année avant de se marier avec le Val de Fensch. Je voulais saluer l'investissement des maires et de leur équipe dans la création de la future Thionville-Fensch agglomération. J'avoue, pour moi, c'est aussi une aventure humaine. Lors des premières prises de contact, on s'est un peu jaugé. J'ai bien lu dans les yeux de certains collègues du Val de Fensch qu'ils me considéraient comme un vilain libéral capitaliste. Mais finalement, après discussion, débat, échange, réunion de travail, je me suis rendu compte qu'on pouvait se dire qu'on pouvait être un élu d'extrême gauche, être affilié à la CGT depuis toujours, et être plus à droite que moi sur certains sujets. Comme quoi, quand il s'agit d'enjeux locaux, il n'y a plus de droite, plus de gauche qui tiennent. On travaille collectivement pour un seul objectif, l'intérêt de notre territoire. C'est d'ailleurs dans ce même état d'esprit que j'ai rejoint le bureau de Thémo, ex-MeToo. Là aussi, les sujets difficiles et qui fâchent ne manquent pas. Et pourtant, je m'y sens bien. L'équipe conduite par l'excellent Rémi Dick regorge de talents, de femmes et d'hommes qui ont une volonté farouche de doter notre territoire d'un réseau de transport performant qui réponde enfin aux attentes légitimes des usagers. Alors on n'est pas des magiciens, on ne peut pas tout régler en un claquement de doigts, mais force est de constater que depuis un an, les choses ont sérieusement évolué et vont dans le bon sens. Bon, vous l'avez compris, je suis un homme et un élu heureux. Quand des Tervillois viennent me voir, juste pour me dire « Qu'est-ce qu'on est bien à Terreville ?» et j'ai la chance que ça m'arrive très souvent, ça me rend heureux. Et si on est si bien à Terreville, c'est certainement aussi pour ça qu'à Terreville, on est la seule commune du Nord-Moselle à avoir un solde naturel positif. C'est-à-dire qu'il y a plus de naissances que de décès. Et vous savez aussi bien que moi que faire des bébés est un indicateur de bonheur. Je suis heureux quand nous parvenons à trouver des solutions aux soucis des Tervillois. Je suis heureux quand j'entends dire que mon équipe est au top. Je suis heureux de compter une multitude de passionnés, de talents dans la commune, qui réussissent dans des domaines aussi différents que la musique, la peinture, le sport, en passant par l'humour, la sculpture, la calligraphie, la fabrication de miel, les voitures anciennes, l'écriture, la coiffure aussi, et j'en passe. Je suis heureux de soutenir l'engagement des Tervillois pour des causes qui leur sont chères. Je suis heureux de vivre des aventures collectives, comme celle qui a conduit à l'obtention du renouvellement du label des villes sportives Grand Est. Je remercie ici les représentants de la région Grand Est, du CROSS Grand Est et du comité de labellisation. Je suis heureux quand les Tervillois se sentent bien au sein de nos associations, vecteurs du savoir vivre ensemble.
Je suis heureux d'être le maire d'un petit havre de paix, ce petit village gaulois où il fait si bon vivre. Et comme à Terville, rien ne se passe comme ailleurs, permettez-moi de conclure mes propos par une petite surprise. Une autre vidéo qui résume tout ce que je viens de vous dire sur le bonheur à Terville. Regardez-la, écoutez bien les paroles et vous comprendrez tout ce que j'ai essayé de vous exprimer à travers ces mots. Figurez-vous que c'est dans mon dos que ce projet a été imaginé, dans le plus grand des secrets. Vidéo que l'on m'a présentée il y a seulement quelques jours. Bertrand Zimmer, réalisateur audiovisuel tervillois, et Christophe Delcroix, qui doit être dans le coin aussi, connu pour ses talents vocaux bien au-delà de notre commune, m'ont proposé un véritable ovni. Christophe a posé sa voix sur un film qui fait l'éloge du bonheur à Terville, mais aussi du travail de l'équipe municipale, celui des associations, des entreprises locales. Ce film m'a beaucoup touché, d'autant plus que Christophe Delcroix siège au sein du conseil municipal, mais dans l'opposition. Je pense qu'il n'y a qu'à Terville qu'on peut voir cela. Alors oui, ça m'a touché. Ça prouve que malgré nos différences, malgré nos désaccords parfois, nous savons toujours nous retrouver quand il s'agit de l'intérêt général, quand il s'agit de partager un bonheur collectif, quand il s'agit de mettre Terville et ses habitants en lumière. Merci à vous deux, infiniment. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, tous les bonheurs du monde pour cette année 2025. Je vous remercie de votre attention et bon film. Je passe le clair de mon temps à traverser le temps par les petites ruelles Saint-Sébastien, le Châtillon. Je passe le clair de mes nuits à repenser sa vie, aventurant d'été son dynamisme et retrouver. Alors je me dis que même si on vieillit, faut pas laisser passer la vie. Le bonheur c'est pas le but mais le moyen. Le bonheur c'est pas la chute mais le chemin. Le bonheur c'est la vie. Le bonheur c'est ici. Ici c'est Terville les amis. Je glisse sur mon écran les souvenirs passés, temps forts durant lesquels on profitait, on partageait. Je passe mon temps à penser, à chanter, à se matcher. Et pendant ces moments, d'autres bâtissent pour des années. Alors je me dis que même si on vieillit, faut pas laisser passer la vie. Le bonheur c'est pas le but mais le moyen. Le bonheur c'est pas la chute mais le chemin. Le bonheur c'est la vie. Le bonheur c'est ici. Ici c'est Terville. Ici c'est Terville. Ici c'est Terville les amis. On passe les saisons à sourire sans raison et sans se poser trop de questions. Alors je me dis que même si on vieillit, faut pas laisser passer la vie. Le bonheur c'est pas le but mais le moyen. Le bonheur c'est pas la chute mais le chemin. Le bonheur c'est la vie. Le bonheur c'est ici. Ici c'est Terville les amis. Le bonheur c'est pas le but mais le moyen.
chemin. Le bonheur, c'est la vie. Le bonheur, c'est ici. Ici, c'est Terreville. Ici, c'est Terreville, les amis. Bravo. Merci encore à Bertrand et à Christophe pour cette vidéo. Maintenant, on va se retrouver autour du verre de l'amitié. On me dit qu'il faut que je vous rappelle que dehors, pour les amateurs, il y a atelier raclette. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour boire un verre. On va laisser la place au groupe Rose Tickets. Bonne soirée à vous tous.